l'impression qu'il y a des années-lumière qui sont passées entre les deux. Bonsoir, Oui. Fabrice Epelboin. Bonsoir. Vous dites qu'effectivement, l'objectif qui est assigné par Emmanuel Macron a été manifestement raté aujourd'hui. C'est complètement raté. Après, ça pourrait être pire. Ça pourrait être une défaillance de nos services de sécurité. C'est pas le cas. Donc, en tout cas, en termes de surveillance, si, il y a quand même une forme de défaillance. Non, il avait été identifié et il était sur le point de se faire expulser. Donc, au niveau des services de sécurité... Il n'avait pas été expulsé. Non, mais on ne peut pas le reprocher. Il a été vu hier par les services de sécurité. Oui, mais c'est difficile de reprocher ça à nos services de sécurité. Ils ont essayé de l'expulser, ils n'ont pas réussi. Ça serait vraiment de mauvaise foi de le reprocher à nos services de sécurité. Pas mal de vidéos, Fabrice Epelboin, ont circulé. Qu'est-ce qui vous a frappé ? C'est l'horreur du contenu. Moi, ce qui me frappe, c'est la dichotomie qu'on a entre des autorités politiques, que ce soit au niveau national ou européen, qui veulent absolument, en quelque sorte, instaurer un filtre parental pour les citoyens. Et puis, des États-Unis, comme du côté d'Israël, une volonté de mettre la population face à la réalité des faits. Si on revient, on va reparler peut-être ensuite d'Israël et du Hamas. Si on revient à ce qui s'est passé à Arras, là encore, je vous pose la question, les vidéos ont circulé. Est-ce que les réseaux sont utiles, les réseaux sociaux, ou sont un danger dans un événement comme celui-ci ? Les réseaux sociaux sont une réalité avec laquelle il va falloir composer, sauf à revenir en arrière. C'est un processus de désintermédiation entre la population et les faits. Au siècle dernier, il y avait la presse pour faire cette intermédiation, mais aussi pour faire un filtre, et souvent un miroir déformant. Ce rôle-là est totalement obsolète. Et c'est ce qu'essayent de rétablir des politiques qui sont très inquiets d'une population qui, aujourd'hui, n'est plus dans cette infantilisation dans laquelle on l'a laissée durant tout le XXe siècle. Là, la population a accès directement aux faits. Les politiques n'ont pas encore réalisé l'impossibilité de ce filtre fantasmagorique qu'ils aimeraient instituer et dont le DSA est un peu l'incarnation. Mais on précise ce qu'est le DSA. Alors le DSA, c'est un règlement européen qui, au final, ne fait guère que dessiner des canaux de signalisation entre la population ou des signaleurs de confiance qui sont désignés par chacun des États européens, et puis une justice privatisée au niveau des réseaux sociaux. Mais c'est du fantasme. Il faut quand même rétablir quelques réalités. En Chine, on a, bon an, mal an, 800 millions d'utilisateurs de réseaux sociaux. Pour modérer ces 800 millions de personnes, on a entre 1 et 2 millions de personnes qui sont à la tâche quotidiennement. Ça n'est pas une masse salariale envisageable pour Facebook et encore moins pour Twitter, qui est une toute petite entreprise. Ça n'est pas possible. D'autant plus qu'il en aurait fallu 10 fois plus au week-end que jeudi dernier. Aucune entreprise ne peut multiplier sa force de travail par 10 en claquant des doigts. Ça n'est pas possible. Donc il y a des impossibilités techniques en termes de ressources humaines. Il y a des impossibilités techniques en termes d'algorithmie. On se souvient d'un Mark Zuckerberg qui promettait à Emmanuel Macron que l'intelligence artificielle allait permettre de modérer. Et puis on a eu des fuites de la part de Twitter, de Facebook, les fameux Facebook Files, qui montraient qu'en interne, les meilleurs chercheurs en intelligence artificielle, et Dieu sait que Facebook emploie parmi les meilleurs au monde, envisageaient d'arriver à 5% des contenus problématiques identifiés par l'intelligence artificielle, et peut-être un jour 10%. Mais ça n'est pas une piste. Aujourd'hui, la police demande de ne pas relayer les flux vidéo sur ce qui se passe à Arras. Est-ce que c'est une bonne demande selon vous, et est-ce que c'est une bonne mesure de ne pas relayer ? Écoutez, le gouvernement israélien a acheté de la publicité sur Facebook pour relayer ces images. Donc je pense qu'on a... Ah oui, alors là vous parlez des images du Hamas. Hein. Oui, du Hamas, mais on est sur les mêmes problématiques. On est sur cette même problématique qui est, faut-il préserver notre brave population qui n'est pas en âge de regarder ces images horribles, de la même façon que les enfants ne sont pas en âge de regarder de la pornographie, ou faut-il assumer d'être face des faits ? Vous êtes d'accord sur ce point ? Alors moi, je serais... Après, j'ai passé mon enfance aux États-Unis, j'ai une certaine affection pour la Constitution américaine,
Et je pense que l'infantilisation des populations touche à sa fin. Ça n'est pas possible. On est plus dans une phase d'adolescence. Et l'adolescence, d'un point de vue freudien, c'est avec le fait de tuer le père. Donc on est dans cette période très dangereuse où, pendant des générations, on a traité la population comme des enfants. Et là, c'est terminé. Quand il y a des événements comme celui d'Arras, ce vendredi, ou bien les attaques de l'offensive surprise du Hamas le week-end dernier, qu'est-ce qui monte? Est-ce que ce sont d'abord des vidéos factuelles qui relatent, ou est-ce que c'est des vidéos qui condamnent, ou est-ce que c'est des vidéos qui soutiennent, ou des posts qui soutiennent? Alors le fait de soutenir ou dénoncer, souvent c'est fait avec les mêmes vidéos, parce qu'une vidéo qui va... Il y a le factuel à travers l'opinion. Ouais, c'est très subjectif. Une vidéo qui va vous horrifier, vous et moi, va enthousiasmer des gens. On a vu des gens s'enthousiasmer sur les mêmes vidéos qui nous font horreur. Que ce soit les vidéos de propagande du Hamas, qui vous terrifieraient, vous et moi, et qui sont à l'origine plutôt faits pour enthousiasmer certains. Donc on est vraiment sur un usage des vidéos. Quand le gouvernement israélien décide de se payer de l'espace publicitaire pour diffuser des images qui sont atroces, c'est clairement pas pour enthousiasmer qui que ce soit. C'est plutôt pour que les gens soient mis en face des faits. Cette approche qui est naturelle aux États-Unis du fait du premier amendement et qui semble être largement approuvée en Israël, est complètement contraire avec l'approche que nos dirigeants aimeraient imposer à la population. On n'a pas, pour l'instant, à ma connaissance, fait de sondage auprès de la population pour lui demander son avis. On fait rarement avec l'avis des populations en France et en Europe. Est-ce que la plateforme Pharos, qui a enregistré quand même 2000 signalements depuis le week-end dernier, sert à quelque chose? Oui, bien sûr. Elle sert à quelque chose. Il y a derrière des équipes efficaces, mais on est sur la même problématique que celle que j'ai exposée sur la Chine. Et elle ne peut pas démultiplier sa force de travail par 100 du jour au lendemain, surtout un week-end. Donc ils font ce qu'ils peuvent, ils travaillent. J'imagine que suite à ces événements et à ce qui va suivre, leurs effectifs vont augmenter, mais on ne peut pas envisager d'arriver à 1 million de modérateurs sur le continent européen. C'est pas possible. Du coup, quand Thierry Breton menace de sanctionner X et Elon Musk pour diffusion d'images violentes, avant même de savoir si c'est pertinent ou pas, en vous entendre, c'est surtout impossible. Oui, impossible et ridicule. C'est pas la première fois. Tout ce qui touche au numérique, la plupart du temps, il y a quelques rares exceptions, mais la plupart du temps, les lois qui touchent au numérique reviennent à interdire la pluie, les week-ends et les jours fériés. Il y a multitude d'experts dans mon genre qui, en plus, ont des connexions avec le monde politique et qui s'efforcent d'expliquer en quoi la pluie ne prendra nullement compte de la loi. Mais c'est comme ça. On est face à des politiques qui cherchent à réguler une technologie, ce qui est à peu près aussi compliqué que si les politiques demain se mettaient à réguler la science fondamentale en décrétant que la relativité générale les ennuie et qu'on va imposer de revenir à la physique newtonienne. C'est vraiment de cet ordre-là. Mais est-ce qu'il n'y a aucune régulation qu'on peut faire sur les réseaux sociaux, sur Twitter, etc. Alors le problème, si vous voulez, c'est que la seule approche qui, à ce jour, semble amener des résultats, c'est celle qu'a inaugurée Elon Musk. Elon Musk a acheté une société avec un système de modération totalement centralisé à San Francisco et a éliminé toutes les forces de modération quasiment du jour au lendemain. C'est une histoire extrêmement compliquée, et si vous voulez comprendre le pourquoi, du comment, et surtout la façon dont ça fonctionnait avant, il faut s'attaquer au dossier des Twitter Files qui n'a pas été traité par les médias français. Mais toujours est-il qu'il a éliminé tout ça, il a remplacé ça par un algorithme, et la partie la plus visible de toute cette algorithmique qu'il a introduite, c'est les community notes, qui existaient avant, mais qui avaient été juste mis en pause. Les community notes servent à ajouter un contexte à un tweet existant. Et le contexte, typiquement, pouvant être « cette information est fausse ». Ça a été extrêmement efficace ce week-end. Il y a eu plus de 500 tweets qui ont été débunkés. Comme les community notes peuvent désormais s'attacher à un média, une image ou une vidéo, si vous reprenez une image qui a déjà été dénoncée comme fausse et que vous la republiez sur votre compte, la note qui est attachée suivra. Donc c'est pour l'instant relativement efficace. Après 500 tweets dénoncés comme des fake news, on voit bien, ne serait-ce qu'en comparant aux dénonciations Pharos, que clairement, ça n'est pas encore suffisant. Quand Thierry Breton menace de sanctionner X pour la diffusion d'images violentes,
on peut, bon, je vous suis, mais on peut comprendre quand même Thierry Breton quand il dit on ne peut pas laisser, même un réseau comme Twitter, comme X, propager des fake news. Mais Thierry Breton, dans sa lettre, citait un exemple de fake news que j'ai vu passer à plusieurs reprises, qui est effectivement un extrait d'un jeu vidéo présenté comme une attaque. Or, cet extrait, précisément, a été débunké dans les 2 heures qui suivaient sa mise en ligne par une community note. Donc, le seul exemple qu'il a été capable d'exposer comme posant problème était déjà pris en compte par Twitter au moment où Thierry Breton s'en plaignait. Les spécialistes du renseignement parlent de l'imam Google. Est-ce que vous observez, de votre point de vue, que les réseaux ont un rôle dans la radicalisation ? Oui, évidemment. Pour ça, il faut comprendre quand même que la technologie Internet, vraiment les bases, TCP/IP, construisent un réseau qui est massivement décentralisé. Et donc, vous allez donner un avantage tactique à toute organisation qui est elle-même sur une structure décentralisée. C'est-à-dire, très concrètement, pour en citer 2 qui sont l'une très connue, qui est l'islam, et l'autre absolument inconnue, qui est la crypto-anarchie, si votre organisation est massivement décentralisée, vous avez un avantage qui vous est apporté naturellement par la technologie, la nature même de la technologie, au même titre que la gravité donne un avantage à quelqu'un qui veut tomber par terre. C'est un fait qui est vraiment de l'ordre de la physique fondamentale. On ne peut rien y faire. C'est dans la nature même d'Internet. Donc évidemment, toute forme d'organisation, et évidemment les groupements terroristes qui souvent adoptent des organisations décentralisées, est avantagée. Les services de modération, donc si je vous suis, ne sont pas capables de faire face à un flux, même à un flux comparable au flux de vidéos et de posts que l'on a actuellement sur Arras. Alors, sur Arras, j'ai rien vu de particulièrement choquant. J'ai vu des choses qui étaient de l'ordre du témoignage fait au téléphone portable à une grande distance qui montraient les choses. Je me demande quand même quel est l'intérêt de masquer cette réalité à la population. Il y a un vrai problème démocratique là-dessus. Les gens ne sont pas suffisamment adultes. Je pense que essentiellement, ce qu'on craint, c'est une radicalisation rampante, une polarisation de la société, mais c'est fait depuis belle lurette. C'est beaucoup trop tard pour s'attaquer à ça. Il faut passer à la suite. Est-ce que les réseaux sociaux, aujourd'hui, sont devenus le terrain majeur, le terrain principal des propagandes et des luttes d'influence, des luttes d'opinion ? Oui, bien sûr. On sort d'une affaire Avisa Partners qui montre que la France est un acteur significatif dans ce grand jeu de propagande. Si vous allez explorer les Twitter Files, l'une des choses que Elon Musk a démantelées, c'est des opérations psychologiques du Pentagone que ces derniers menaient conjointement avec Twitter. Tout le monde a entendu parler des trolls russes. Les Israéliens sont les champions du monde à ce jeu-là. Vous avez en France, rien qu'en France sur les réseaux sociaux, une demi-douzaine de nations qui sont présentes, implantées et qui jouent à ce jeu-là. Parce qu'on est quand même encore une grande puissance. Mais c'est tout le monde joue à ce jeu-là. Nous-mêmes, nous avions des trolls au Sahel pour contrer les trolls russes. Tout le monde joue à ce jeu-là. Les réseaux sociaux peuvent faire évoluer les opinions ? Bien sûr, bien sûr. La polarisation des opinions, quel que soit le sujet, qu'on observe depuis maintenant une dizaine d'années dans toutes les grandes nations, est la conséquence directe d'une algorithmie qui, au départ, était vraiment pensée pour faire de l'argent. Il n'y avait aucune intention politique. Simplement, l'intention, c'est de donner à observer par ces intelligences artificielles toutes nos interactions et d'optimiser notre temps de présence sur les réseaux. Il se trouve que malheureusement, vu l'état des sociétés dans lesquelles on vit, ce qui vous fait rester sur le réseau, réagir avec le réseau et donc consommer de la publicité incidemment, c'est plutôt la haine. Le petit chat, ça marche bien, mais ça a un temps. La haine va vous faire réagir, va vous faire rester, va vous faire interagir avec la plateforme. Et donc, va vous donner de l'espace de temps de cerveau disponible que la plateforme va pouvoir monétiser. C'est juste ça. Est-ce que, du coup, ce sera ma dernière question, la loi, notamment les lois Avia, qui entendaient justement combattre la haine sur les réseaux sociaux. Le secrétaire d'État au numérique également, Jean-Noël Barrot en a parlé, peuvent faire baisser justement ce niveau de haine qu'on rencontre sur les réseaux sociaux. Alors non, pour les raisons que j'ai exposées précédemment, qui est que la modération ne peut pas s'aborder comme ça, et non parce que les gens qui portent cette loi sont parmi les premiers propagateurs de haine. On l'a vu dans l'affaire du fonds Marianne, on l'a vu dans les armées de trolls de Marlène Schiappa qui ont été dénoncées par, si ma mémoire est bonne, Samuel Laurent du Monde, qui a lui-même été totalement harcelé par les trolls de Marlène Schiappa. Donc c'est un peu ridicule, et à un moment il faut quand même poser les choses sur la table. Ces gens font partie du problème.
ils ne vont pas le résoudre. Merci beaucoup Fabrice Epelboin et merci de nous avoir apporté cet éclairage ce soir. On y reviendra. Je pense que c'est hélas, on en est c'est même pas au début ou à la fin, c'est l'un des épisodes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Parmi les polémiques, on en parlait en début d'émission, le cas sur la famille de l'assaillant d'Arras. On va y revenir dans un